de sécurité sont depuis quelques mois sur le terrain de la guerre. Elles mènent de nombreuses opérations, opérations de maintien de l'ordre, opérations de défense de l'intégrité territoriale, opérations de lutte contre le terrorisme. Sur ces différents fronts, les résultats sont bien visibles, seulement ces résultats s'accompagnent quelquefois des récriminations. Des rapports des organisations de la société civile, des organisations de défense des droits de l'homme accusent l'armée, la gendarmerie, la police nationale de violer régulièrement les droits de l'homme. À l'opposé de ces accusations, fondées ou non, il y a une opinion bien marquée et large qui estime que la mise en place de la réforme des forces de défense, notamment la professionnalisation des armées camerounaises, est pratiquement achevée. Il y a un nouveau code de conduite, un règlement de discipline générale a été signé pour s'adapter aux nouvelles dispositions de la réforme. L'armée et la nation sont donc désormais main dans la main pour la consolidation de la paix et le développement. Dans le cadre de cette deuxième édition de Entre les lignes, nous allons justement interroger le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité au regard de l'actualité récente, ces vidéos que nous avons tous regardées sur les plateformes numériques. Nous allons également questionner le fondement des rapports publiés par les organisations de défense et de sécurité. Ces rapports ne font-ils pas parfois le lit à la manipulation politique et partisane dans un contexte qui est comme le nôtre? Pour mener cette réflexion, nous avons fait venir sur ce plateau Gabriel Nonetupo, qui est chef de la division de la protection et de la promotion des droits de l'homme. C'est à la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Merci d'être venu. Merci bien. Nous avons également invité le colonel Didier Badjek, chef de la division de la communication au ministère de la Défense. Merci d'être venu. Heureux. Alors, il a été mis en circulation, et tout le monde l'a vu, ces derniers temps sur les réseaux sociaux, des vidéos indexant formellement nos forces de défense et de sécurité. Il leur a reproché notamment de ne pas respecter les droits de l'homme, d'avoir des comportements tout à fait contraires aux droits humanitaires, même en situation de guerre. Alors, ces vidéos ont été suivies par la réaction du gouvernement, cette réaction qui annonçait justement l'ouverture d'une enquête approfondie par le chef de l'État. Ces vidéos, lorsqu'on les voit, est-ce que cela n'affecte pas le moral des troupes sur le terrain? Déjà, je voudrais dire que ce communiqué qui a été fait dédouane la haute hiérarchie de toute implication avec des exactions de militaires. Ça, il faudrait qu'on aseptise déjà cet environnement avec tout ce qui est parti en chapeau de roue, disant que le haut commandement cautionnait ces exactions. Ça, c'est une chose. Et je souhaiterais que nous prenions du recul et que nous utilisions tous les verbes conditionnels. Parce que dans ce communiqué, il est bien dit que ces soldats qui ont été interpellés bénéficiaient de la présomption d'innocence. Et je dois vous dire que les vidéos dans leur ensemble qui passent sont des vidéos qui sont douteuses et qui ne sont pas crédibles sur le plan du droit. Je vais vous donner comme ça quelques exemples. Et grâce à nos actions, nous avons pu freiner la production de la troisième vidéo. Sur la deuxième vidéo, par exemple, vous qui êtes journaliste, vous savez très bien que vous avez une partie visuelle sur la vidéo et vous avez une partie audio. Et que si sur la partie audio, un logiciel peut déterminer que cette partie audio est enregistrée sur multipiste, ça veut dire qu'il y a un ajout, donc sur le plan du droit, ce n'est plus une vidéo qui est crédible. Mais ce qui a conclure sur cette action du chef de l'État, c'est ceci, c'est que quand bien même, si jamais un soldat ou des soldats seraient impliqués dans une action de quelque nature que ce soit, qui soit contre les droits humanitaires, eh bien, il sévirait. Et tous les discours du chef de l'État jusqu'alors sont allés dans ce sens, c'est-à-dire un sens qui exige et qui exhorte au professionnalisme des forces de défense et un autre discours qui approuve, n'est-ce pas, avec satisfaction le caractère professionnel de tout ce qui est fait sur le champ de bataille. Mais le fond de la réaction du gouvernement, c'est que on a eu le ministre de la Communication qui a démontré que c'était des vidéos qui n'étaient pas exactes. Et par la suite, il y a eu ce communiqué. C'est un peu ce qui gêne la compréhension du commun des Camerounais. Oui, ça gêne la compréhension des Camerounais qui ne veulent pas comprendre. Je ne vois pas en quoi est-ce que la première vidéo ou la deuxième vidéo sont l'une vers l'autre contradictoires. Il s'agit, le communiqué, il faut le prendre in extenso. Déjà, je dois vous dire qu'il ne m'appartient pas de commenter un communiqué qui a été fait par le porte-parole du gouvernement.
il est dit qu'il y a des militaires qui auraient pu être reconnus et ils ont été interpellés. Et qu'ils bénéficient de la présomption d'innocence et que vous voulez déjà les accuser. Moi, je trouve que c'est une démarche qui n'est pas juste et qui n'est pas pertinente. C'est qu'il y a faire simplement une lecture, pas les accuser. Oui, c'est cela. Et c'est pour ça que le chef de l'État a pris donc des mesures conservatoires. Si jamais il arrivait que des militaires aient une responsabilité dans des exactions qui ont été commises dans cet environnement-là, ils seront sanctionnés. C'est pour ça donc qu'ils ont été interpellés. Alors, le moral des troupes sur le front, avec cette actualité tout autour des militaires, ça se passe bien? Non, il ne faudrait pas regarder le moral de cette manière-là. Il ne faudrait pas donner l'impression que les actions, les exactions, n'est-ce pas, sont le fait récurrent des militaires sur le terrain. Le fait récurrent des militaires sur le terrain, c'est le professionnalisme. Donc, dans ce cas-là, je ne vois pas pourquoi est-ce que, si jamais on aurait mis aux arrêts quelques militaires, parce qu'ils auraient, je parle du conditionnel, ils auraient commis comme ça des exactions, je ne sais pas pourquoi cela affecterait des militaires qui ont un enseignement qui est tel qu'il faudrait qu'ils respectent le droit de la guerre. À la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, alors quelle lecture vous faites de ces vidéos qui sont en circulation? Pour vous, c'est des éléments de preuve? Non, on n'en est pas à la recherche d'éléments de preuve prioritairement. Il est question... Vous avez la confirmation plutôt? On a plutôt d'éléments en regardant la scène telle que décrite dans la vidéo, et quel que soit l'auteur, peu importe de quelle nationalité il est, tout défenseur des droits de l'homme s'offusque. Et l'allégation qu'elle porte à l'attention de l'administration ne veut pas dire confirmation ou infirmation des faits. Ce qui est inquiétant, c'est que le démenti soit fait avant tout texte. Dès que la vidéo est sortie, c'était déjà un démenti. Je trouve que c'est peut-être une démarche, je n'ai pas qualité, comme le colonel l'a dit, pour apprécier la communication gouvernementale. Mais tout observateur est curieux de savoir que, tout en bénéficiant de la présomption d'innocence, il est question lorsque une situation constitutive de violation des droits de l'homme, et la vidéo met clairement en exergue une situation de violation des droits de l'homme, le premier réflexe est d'ouvrir cette enquête qui permet d'identifier les auteurs. Parce que s'il est avéré que c'est une exécution, on ne part pas du principe nécessairement que c'est l'armée camerounaise, mais peu importe l'auteur, c'est déjà une abjection, une négation de la dignité de la personne humaine. Alors, si la commission avait à établir un rapport des droits de l'homme, la situation des droits de l'homme en ce moment au Cameroun, est-ce que vous allez tenir compte de cela dans vos rapports? Forcément, on tient compte de toutes les questions ayant incidence sur les droits de l'homme. Ne pas du tout tenir compte, ça veut dire peut-être on est resté indifférent face à cette vidéo qui mettait en exergue la négation de l'humanité en certaines personnes. Or, même le droit des conflits armés, même en temps de guerre, le droit subsiste, puisque le droit est l'élément de civilité dans les rapports humains, y compris en période de guerre. Laquelle période de guerre suppose des restrictions, mais pas la négation du droit. Et le colonel le reconnaît fort bien, et ce qui rassure la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. En attendant que cette affaire des vidéos soit donc tirée au clair, on peut tout au moins reconnaître qu'il y a des problèmes de discipline dans les rangs de nos forces de défense. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a quelques semaines, on a vécu des cas de meurtre et on les imputait à nos hommes en tenue. Or, dans l'armée, selon le règlement général de discipline, la discipline, justement, c'est l'élément essentiel. La discipline est la force principale des armées. Je dois dire au départ qu'il y a la norme, il y a l'application de la norme. La norme, c'est que le haut commandement a mis toutes les structures idoines pour pouvoir maintenir et instaurer la discipline. Maintenant, la sociologie de la guerre voudrait quand même que, M. Alega, nous soyons impliqués dans des conflits qui durent aujourd'hui. Le conflit contre Boko Haram s'étale déjà depuis plus de 4 ans. 4 ans. Nous sommes impliqués dans la sécurisation de l'Est avec les braconniers et les rebelles centrafricains qui viennent se ravitailler sur notre territoire. Nous sommes présents sur la surface littorale, lutter contre les pirates. Et vous savez que le Cameroun a le plus faible taux d'occurrence d'attaque
eh bien c'est parce que nous sommes présents. Et aujourd'hui, nous avons cette crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Je dois vous dire que la multiplication des zones chrysogènes et de l'engagement des forces ne peut que également multiplier les actions, même si elles sont minimes. Et je dois faire également des comparatifs sur des échelles de valeurs qui sont globalisées. Lorsque vous regardez les guerres qui ont cours aujourd'hui en Syrie, en Irak et ailleurs, c'est bien. Là-bas, il y a une sémantique très aseptisée que l'on appelle des pertes collatérales. Ici, c'est aux hommes médias d'appeler cela des exactions ou autre chose. Mais je dois vous dire que si jamais on fait cet élément de comparaison dans un contexte environnemental précis, en regardant toutes les données polémologiques, je dois vous dire que l'armée camerounaise est une armée professionnelle et que ces exactions sont minimes. Elles peuvent exister. L'essentiel qu'il y a à voir, c'est comment est-ce que le haut commandement réagit quand ces exactions interviennent. Monsieur le ministre délégué à la présidence chargé de la défense est là depuis un moment. Et vous avez vu que sa première action lorsqu'il est arrivé, c'était de punir sévèrement des auteurs d'exactions, c'était à l'extrême nord. Je dois également dire que régulièrement, vous avez des communiqués de monsieur le ministre délégué à la présidence chargé de la défense qui informent l'opinion nationale et internationale de ce que... Sur les sanctions qui sont prises. Les sanctions, au moins des sanctions qui ont été prises. Il y a 3 types de sanctions qui sont prises. Il y a des sanctions disciplinaires, il y a des sanctions pénales, et il y a également des sanctions statutaires si le crime est grave. Peut-être vous permettez, colonel. Je voulais terminer en disant que le haut commandement au Cameroun n'accepte pas des comportements d'indiscipline. Et je ne voudrais pas empiéter sur la suite de votre programme pour vous dire que c'est le là du diapason du chef de l'État. Et chaque message, chaque adresse qu'il a fait à l'intention des forces de défense à des occasions précises, c'est d'abord restaurer, réaffirmer, durcir la discipline avant que de présenter son sentiment de satisfaction à l'endroit de la troupe. Ok, tout à l'heure quand le colonel tenait le propos, et j'ai bien compris que la discipline est de mise, ne serait-ce que dans la volonté politique, et même si quelques cas d'exertion sont constatés. À la Commission nationale des droits de l'homme, nous réitérons, nous reconnaissons également ce professionnalisme-là. Ce que nous ne tolérons pas nécessairement, et c'est ce qui justifie peut-être la contradiction avec le colonel, c'est que dans l'amalgame, on met sous le terme de dégâts collatéraux toutes les violations massives des droits de l'homme qui peuvent pourtant être identifiées pour servir de correctif à ces brebis galeuses qui sont malheureusement et dans ces notre manifestations, armée. à votre sens, c'est quoi par exemple? Voilà, donc le colonel l'a rappelé, il y a eu depuis 2014 que la guerre contre Boko Haram est arrivée, des situations où tantôt des gens sont enfermés dans un espace très exigu et finalement beaucoup en meurent. Il y a un réflexe de couvrir cela en début, plus tard une clarté des faits qui établissent les responsabilités. Même si d'aucuns, lorsque nous avons mis dans notre rapport 2014 publié en 2015, que nous apprécions les sanctions qui ont été prises à l'encontre des militaires impliqués. C'est quelques organisations de la société civile qui nous ont rappelé un peu que le caractère symbolique de ces sanctions-là s'apparente à l'impunité. Parce que le colonel a fort bien énuméré les 3 types de sanctions, la sanction administrative, la sanction ou disciplinaire, la sanction pénale et éventuellement... alors cette manière de procéder m'amène justement à vous demander, c'est les organisations de la société civile qui vous rappellent, alors qui vous disent, ok, votre rapport, il est fiable, mais il y a des données qui manquent. Quelles sont vos méthodes de collecte? Voilà, peut-être les méthodes de collecte qui vous permettent d'établir des rapports sur la situation des droits de l'homme au Cameroun, qui vous permettent justement de dire que nos forces de défense et de sécurité, parfois, ne respectent pas le droit humanitaire. Quelles sont nos méthodes de travail? C'est des méthodes classiques de collecte d'informations. Nous partageons avec l'armée ou tout autre corps de métier ayant affaire à l'information, y compris les journalistes, la technique classique de recoupement des informations. Lorsque une allégation est portée à notre attention, le minimum, c'est de diversifier les sources de confrontation aux fins d'établir clairement les faits. Il peut se trouver malheureusement, lorsque la violation met en cause l'armée, que nous n'ayons pas nécessairement l'accès
au lieu où les faits sont arrivés. Et là, ça a conduit à une certaine incompréhension à un moment donné avec l'armée camerounaise, où lorsque certains, on va dire ainsi, personnes suspectées de participation aux actes terroristes qui ont cours dans le sud-ouest et le nord-ouest ont été appréhendés et mis sous main de justice, nous ne comprenons pas que l'accès à ces concernés aux fins de témoigner leur présence et leur état physique fasse problème à l'armée tout particulièrement. Depuis presque décembre, nous en sommes là, il n'y a pas possibilité d'accéder à eux. Or, des violations de droits de l'homme. Oui, je dois dire quelque chose. Est-ce que ce fait de s'enfermer dans son environnement ne vous amène pas peut-être à ne pas communiquer suffisamment ou à vous voir attribuer des faits qui ne vous sont pas forcément imputables? Je ne parle pas de la communication nationale, mais pour ma part, il y a quand même des interrogations très suspectes sur la méthodologie de travail, en ce sens que la cause ne devrait pas déterminer la vérité, c'est les preuves qui déterminent la vérité. Et que, pour le moins, on a l'impression que c'est la cause, lorsque ces organisations arrivent vers nous, qui déterminent leur vérité, en ce sens qu'ils ont déjà des idées préconçues. Je dois vous dire que j'ai assisté à une conférence un jour, qui était organisée par une organisation de droit humanitaire, et où on faisait parler quelqu'un devant moi. J'avais une conférence à mener moi-même. Eh bien, j'avais remarqué qu'il y avait une différence extrêmement importante entre le phénotype de l'homme qui était en train de réciter quelque chose et ce qu'il était en lui-même. Et j'ai demandé aux organisateurs de pouvoir poser des questions à ce monsieur. Ils ont refusé. Et j'ai bien dit que si jamais je ne pouvais pas poser de questions à ce monsieur, je n'allais pas continuer ma conférence. Et dès que j'ai posé cette question, on a compris qu'il y avait une différence fondamentale entre le récit qu'il donnait, parce que ce monsieur ne savait pas du tout parler français. Alors, je voudrais bien qu'on prenne des éléments de collecte sur le terrain, mais il faudrait que ce soit des éléments fondés surtout pour une chose aussi grave qui condamne toute une armée aujourd'hui, qui est pour tout le moins le verrou sécuritaire de toute la sous-région. Je vous dis comme ça que si le Cameroun n'existe pas, c'est fini pour tous les pays de l'Interland. Ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait qu'il existe une bonne collaboration entre des structures de ce genre et nous. Et je pense qu'il y a une approche partant de ce que la Commission nationale fait aujourd'hui. Ils viennent souvent dans mon bureau, nous discutons. Mais il arrive que les a priori qui sont faits par les organisations internationales, je ne voudrais pas les citer ici, se relèvent tout simplement du harcèlement. Je peux vous faire beaucoup de démonstrations comme ça que j'ai dans mes documents qui vous montrent qu'il n'y a pas de sincérité dans ce que l'on veut faire. Et je dois également vous poser une question, monsieur Allega, c'est de savoir pourquoi ce tropisme aujourd'hui sur l'armée camerounaise. Il y a une armée tchadienne qui est au front au niveau de la CBLT, il y a une armée nigériane. Suis-je la bonne personne pour répondre à cette question? Vous n'êtes pas la bonne personne, mais ça me permet quand même de poser certaines questions. Oui. La première question, pourquoi ce tropisme contre l'armée camerounaise et pourquoi ce tropisme à ce moment précis de notre vie politique? Un élément je voulais terminer, monsieur, pour dire que on montre des exactions, des scènes, des actions qui se sont passées en 2014. 2015. Je voudrais vous dire que sur le plan de l'éthique, ces gens qui montrent ces images-là aujourd'hui sont tout aussi condamnables que ceux qui les ont faites en ce moment-là, parce qu'on ne peut pas retenir une vérité aussi grave que celle-là et de la garder subrepticement en ce moment pour des dividendes que l'on connaît. Alors, vous voulez ajouter? Oui, justement, pour expliquer au colonel, parce qu'il se demandait pourquoi cette logique d'accusation, peut-être même sans fondement. Je partirais de la posture. Pour dire clairement des choses, oui. Il y a une opinion qui pense que les organisations de défense des droits de l'homme, vous servez de relais aux activistes, vous servez de relais aux acteurs politiques, et c'est pour cela que j'interrogeais tout à l'heure vos méthodes de collecte. Le reproche qu'on ferait ne serait pas nécessairement fondé, parce que les organisations de la société civile, c'est pas eux qui ont signé les conventions internationales. La responsabilité de respecter et de protéger la population incombe avant tout à l'État. Ce que la société civile a, c'est à la limite sa fonction d'alerte. J'ai été informé que telle chose se passe à tel endroit. Je porte à l'attention de celui qui a charge de mener les investigations. Si les faits sont avérés, les auteurs sont sanctionnés. Si les faits ne sont pas avérés, c'est classé sans suite. Toute armée fonctionne. On ne dira jamais, il n'y a nulle part dans l'univers une armée qui ne commet aucun
aucun dérapage appelé par le colonel dégâts collatéraux lors de la conduite des opérations de guerre. Pour vous, c'est simplement le non-respect du droit humanitaire, même en situation de guerre. Oui, pas seulement ça, c'est le respect de droit en toute situation, en toute circonstance. Parce que heureusement, si vous revenez un peu au discours inaugural de Kofi Annan, il est décédé ce mois, c'est aussi l'occasion de lui rendre un vibrant hommage. Dans ses propos introductifs à son programme de réforme du système des Nations Unies, qu'il a appelé dans une liberté plus grande. Il a fort rappelé les trépieds de sa gouvernance, la gouvernance mondiale, qui sont la démocratie, les droits de l'homme, la paix, la sécurité et le développement. Donc on ne doit pas fonctionner comme si parler des thématiques des droits de l'homme, ça entravait la sécurité ou le développement. C'est complémentaire, c'est des objectifs synergétiques. Oui, Monsieur Alega, je dois dire comme ça que le droit des conflits armés agit essentiellement sur 3 principes fondamentaux. Le principe de nécessité, le principe de distinction et le principe de proportionnalité. Voilà. Ce qu'il vient de dire est très très marquant. Déjà, je voudrais ramener la vérité sur ce que j'ai dit. J'ai parlé de perte collatérale dans la sémantique occidentale. Nous nous reconnaissons nos exactions. Nous ne mettons pas de cosmétiques dessus. Lorsqu'elles sont là, nous agissons et nous punissons. Tout à fait. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une altération des rapports entre l'État. Il venait de dire tantôt que c'est l'État qui était responsable parce que c'est l'État qui a pris des engagements. Je ne voudrais pas dire que je sois très très sensible à l'État, à l'élément managérial jacobéen, pour dire que l'État doit être central. Mais c'est l'État qui prend ses responsabilités devant les règlements internationaux. Tout à fait. Le chef de l'État est chargé de les suivre, de les faire exécuter. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, sous la sanction du peuple, on dira. Oui, sous la sanction du peuple. Je sais pas, le contexte démocratique. Je parle de l'élément factuel. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un président qui est là. Voilà. Alors, ce que je voudrais dire, ce qui me semble quand même curieux, dans tout ce contexte-là, qu'on vienne nous parler avec condescendance sur ce que nous avons à faire. On a l'impression d'une suspicion, c'est de ça qu'il s'agit, et c'est ça qui alterne. Peut-être qu'on attire simplement... non, ça n'est pas fait comme ça, ça n'est pas fait comme ça. Je vous dis, il y a une démarche, je vous dis bien encore, je fais un distinguo entre ce que la Commission nationale a fait. La Commission nationale a fait beaucoup d'efforts. Nous sommes en contact régulier, je leur donne des explications quand je peux. Et nous encourageons même cette collaboration. Monsieur le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense encourage cette collaboration. Je dois vous dire qu'il a reçu dernièrement les enquêteurs de Human Rights Watch pendant plus d'1 heure. C'était un échange extrêmement fructueux et qui ne faisait pas de langue de bois. Tout à fait. Donc, il n'y a je pas puis une confirmer en expliquant que par ailleurs, j'ai eu la chance d'accompagner mon président dans un échange également avec le ministre de la Défense qui s'offusque contre les collaborateurs qui bloquent l'accès aux divers lieux que la Commission nationale doit visiter. Je crois que c'était ça le problème. Hein. Voilà. C'est le problème qu'il a posé. Justement, c'est-à-dire qu'il y a des informations, on veut les vérifier auprès des autorités en charge de la défense. Ils n'ont pas toujours les réponses à leurs questions. Je vais déjà vous dire que les zones de responsabilité militaire ne réagissent pas aux pulsations des structures de droits de l'homme. Tout à fait. Il y a de la sécurité, on essaie d'examiner des problèmes de sécurité, on essaie de faire valoir des problèmes de votre propre sécurité. Tout à fait. Je dois vous dire qu'il y a des gens qui ont comme ça visité des terroristes de Boko Haram qui étaient dans la prison. Et il y en a un qui a poignardé un de vos collègues. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Oui, je suis au courant. Et le risque est peut-être là. Mais nous disons, ceux qui sont déjà arrêtés et se trouvent dans un espace sous l'emprise des forces de défense et de sécurité, désarmés et mis donc hors d'état de nuire, qu'est-ce qui peut encore justifier? N'oublions pas le principe majeur, la présomption d'innocence dont vous parliez, et accompagné du principe de l'égalité des armes. Il doit immédiatement avoir accès à son avocat, puisque les faits qu'on lui reproche doivent être contradictoirement examinés. Sinon, il n'y aurait pas équité dans le procès convenu. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Tout à fait. Vous savez que la guerre contre Boko Haram, c'est une guerre. Nous sommes aujourd'hui, on peut dire, des victimes collatérales de cette guerre. Elle n'a pas commencé au Cameroun. Oui, tout à fait. Le nombre de prisonniers que nous avons dans les prisons de Maroua, on ne va pas les loger dans des hôtels et pour les convoquer le moment venu devant le commissaire du gouvernement. Nous les mettons avec les moyens que nous pouvons. Nous avons, monsieur, nous sommes au Cameroun, nous avons nos problèmes économiques, nous avons nos problèmes sociaux. Vous n'allez pas mettre
les problèmes de droits de l'homme au-dessus des autres priorités de l'État. Je ne voudrais pas parler. Pas ce que nous faisons. Ce que je voulais dire, n'est-ce pas? Oui. Nous essayons tant bien que faire. Je ne vais pas dire nous, c'est pas moi qui le fais, c'est le gouvernement. Tout à fait, le gouvernement. Voilà. Auquel nous sommes moi, j'ai visité les prisons de Maroua. Tout à fait. Eh bien, ces gens font ce qu'ils peuvent. C'est difficile, vous avez 1600 prisonniers qui peuvent partir d'un moment à l'autre. Je vous ai parlé de ce prisonnier qui a donné un coup de poignard à un visiteur la fois dernière. C'est difficile. Et vous savez, lorsqu'on arrête, on n'interpelle pas des terroristes. On doit les arrêter manu militari. Et surtout pour les gens qui ont un mépris, un saint mépris pour la vie. C'est vous ou c'est lui. Donc vous l'arrêtez de façon musclée et vous le remettez au commissaire de gouvernement. C'est ça qui se passe. Je dois donc dire que vraiment, les normes sont là, ce sont des normes standards, mais aujourd'hui, vous savez que nous sommes sur plusieurs fronts et nous devons faire face à la réalité du terrain. Si notre échange peut avoir juste un petit passage, oui, justement, si notre échange peut avoir une fonction pédagogique, il est question d'expliquer à la population réellement que l'absence de communication laisse le cours à des manipulations de la masse. Par exemple, nous sommes partis dans certaines situations où nous avons une dénonciation de disparition forcée. Un exemple précis, c'est le cas du journaliste Abba Ahmed, où pendant 3 mois, ni sa famille, ni les avocats, ni personne ne sait exactement où il est. Plus tard, il est présenté devant la justice. Mais pendant tous ces 3 mois, la population est abreuvée d'une fausse information de disparition forcée. Finalement, certains ne sont même pas informés plus tard que le bonhomme qu'on dit disparu est bel et bien là, est bien portant, est bien traité par les forces de défense et de sécurité et que le procès suit son cours. Voilà un peu ce que nous reprochons. Monsieur Alega, je suis très touché par la sensibilité que les structures, les organisations des droits de l'homme ont pour certains cas particuliers. Mais je voudrais aussi que ces structures s'apitoient sur les exactions qui sont faites par les terroristes, parce que dans les rapports, d'où vient cette posture de recul? J'ai vu le rapport d'Amnesty International récemment, où on consacre dans la densité du rapport 1/4 aux exactions commises par Boko Haram et 3/4 aux exactions commises par l'armée camerounaise. Alors je voudrais savoir exactement, en fait, de quel côté on se trouve. Est-ce qu'on ne se trouve pas dans une posture apologétique, n'est-ce pas, du terrorisme? Voici les exactions qui se produisent dans le nord-ouest. Mon téléphone est plein d'images. Et je suis sûr que ce sont exactement des éléments qui rentrent dans vos collectes. Récemment, on a torturé un adjudant-chef de la Marine nationale qu'on a même enterré vivant. Ça n'a fait l'objet d'aucune réprobation des structures. Moi, ça me choque. On va revenir là-dessus. Oui. On va revenir là-dessus tout de suite. Le temps pour nous de voir ce que font nos forces de défense et de sécurité. Nous avons dit au départ que les résultats sur le terrain sont bien visibles. Dans le cas des opérations de maintien de l'ordre, les officiers camerounais et leurs hommes sont à pied d'œuvre au Darfour, par exemple, en Centrafrique, en RDC. Et au plan des activités opérationnelles internes, personne ne peut le nier aujourd'hui, les forces de défense se battent pour que la sérénité revienne dans les ménages, pour que la sérénité revienne au Cameroun. Alors, regardons quelques éléments de témoins dans ce reportage, ce document que nous propose Eric Benjamin Lamère. Nous sommes ici pour affirmer notre détermination à lutter vigoureusement contre le Boko Haram. Le problème Boko Haram a cessé d'être uniquement un problème nigérian, il est devenu un problème régional, sinon continental. Nous sommes ici pour déclarer la guerre au Boko Haram. On va la poursuivre et on vaincra.
Nous sommes le 17 mai 2014. Les Camerounais et le monde entier découvrent le président Paul Biya dans une posture inédite de chef de guerre. C'est ce qu'on retiendra du sommet consacré à la sécurité au Nigeria tenu dans la capitale française. Cette déclaration de guerre est immédiatement suivie d'un certain nombre d'actes forts. Toutes affaires cessantes, il est décidé un déploiement massif d'hommes et de matériel dans la région de l'extrême nord, aux prises avec cette menace en provenance du Nigeria. Pour la première fois, les populations de cette partie du pays voient de près des blindés progresser vers la ligne de front. Tout ceci est la conséquence d'un climat d'insécurité et de terreur créé et entretenu par le groupe terroriste Boko Haram, installé au Nigeria et prolongeant ses activités criminelles dans la région de l'extrême nord et principalement dans les départements du Logono-Chari, du Mayo-Sava, du Mayo-Tsanaga et du Diamaré. قد تعدينا الحدود لم تعد في أرضنا رسم أحفاد القرون. Maroua aura d'ailleurs été l'une des premières villes victimes des attentats kamikazes dès l'aube de cette guerre contre Boko Haram. À cette Boko Haram ayant constaté qu'il ne peut pas tenir au fond à changer de stratégie, elle sortait de mutation. Nous sommes en train de développer, c'est pas nouveau, les mesures ont été prises, d'autres sont en voie et nous sommes en train de voir comment s'arriver à cette nouvelle donne, mais il y a des stratégies que nous ne pouvons pas développer ici. Nous demandons tout simplement aux populations de collaborer étroitement avec les autorités administratives, les forces de maintien de l'ordre et de dénoncer tout comportement systématique. Les prises d'otages et les attaques des positions des forces de défense auront constitué le mode opératoire d'un redoutable ennemi dont certains ont pensé à tort qu'il annexerait, comme on l'a vu sur d'autres cieux, une partie du territoire camerounais. C'était sous-estimer le professionnalisme, la combativité et la discrète efficacité des forces de défense et de sécurité camerounaises, auxquelles il faut ajouter la justesse des décisions du commandant en chef. Une fois de plus, le chef de l'État, le chef de notre nation a montré l'efficacité de la méthode qu'il a toujours utilisée chaque fois qu'un de nos compatriotes ou un étranger vivant sur notre territoire s'est trouvé en difficulté, en particulier pris en otage par ce groupe terroriste. Ça atteste donc de ce qu'effectivement il est le gage et le garant de l'intégrité physique et de la vie de tous nos citoyens, quelles que soient les circonstances. Nous nous réjouissons donc de ce dénouement heureux, dans le silence, dans la discrétion, alors que le désarroi et le désespoir commençaient à occuper le cœur. Le chef de l'État, comme toujours, menait son affaire et voilà aujourd'hui le résultat. Outre un renforcement des effectifs et du matériel, Paul Biya procédera à un redécoupage du commandement territorial pour un meilleur quadrillage du terrain. Les 4e régions militaires interarmées et des gendarmeries voient ainsi le jour suite à l'éclatement des anciennes 3e régions militaires interarmées et des gendarmeries. Ces redécoupages s'accompagnent d'un rajeunissement du commandement militaire sur le terrain. Autre décision majeure, la mise sur pied de l'opération Alpha, confiée au bataillon d'intervention rapide et qui dressera une sorte de barrière de fer et de feu tout au long de la frontière avec le Nigeria. À l'international, le chef de l'État plaidera pour une riposte globale à une menace globale. Plaidoyer ayant abouti à la mobilisation de la communauté internationale, des partenaires du Cameroun avec comme déclinaison concrète la création et la mise sur pied effective de la force multinationale mixte de la commission du bassin du lac Tchad, dont le premier secteur est stationné à Mora dans le Mayo-Sava.
Aux côtés de l'opération Émergence 4 des jours avant-postes, l'opération Alpha et la force multinationale mixte ont rapidement démontré leur efficacité et la pertinence des options du président camerounais. Boko Haram subira d'importants revers. N'arrête pas doucement. Prise en tenaille par les forces camerounaises et nigérianes, dont il faut saluer l'excellente coopération en matière de partage de renseignements et de conduite des opérations, le groupe déstabilisé abandonnera les attaques frontales pour se servir des bombes humaines afin de semer la mort et créer la psychose au sein de la population. N'arrête pas doucement. Un peu plus de 4 ans après le déclenchement de cette guerre, il est à noter qu'aucun centimètre carré du territoire camerounais n'a été excédé à l'ennemi. À une quinzaine de mètres, comme vous voyez, c'est la limite entre le Cameroun et le Nigeria. Donc là, les populations vaquent à leurs préoccupations. Et grâce à cette reprise, ce desserrement, les activités ont repris. Maintenant, nous évaluons déjà cette population à environ 50 000 âmes. Et les deux équipes que vous voyez, une équipe c'est l'équipe de Kolofata Guidi, l'autre c'est pour Kolofata Centre. Donc c'est juste un match amical qu'on a organisé entre nous. C'est un moment du bonheur là. Vous voyez comment nous sommes tellement très contents là. Boko Haram, fragilisé, n'opère plus que par de petits raids de suivi et a déplacé l'essentiel de ses forces dans la zone du lac Tchad où il est combattu avec la même détermination. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Nous allons partir en patrouille ce soir, comme d'habitude. Les patrouilles, les consignes sont connues. Monsieur, chaque patrouille a ses particularités, ses spécificités. Il n'y a pas de monotonie. Vous êtes des professionnels. Monsieur, quand on avance, nous allons avec 3 victoires. Je suis en tête, il suffit de Bravo et enfin Charlie. Tout au long de notre itinéraire, s'il y a un fait qui nécessite mon attention, me rendre compte immédiatement. Mais le sacrifice aura tout de même été important. Des centaines de soldats tombés au champ d'honneur. Plus de 100 000 déplacés, pratiquement autant de réfugiés. Mais l'un des gains non négligeables de cette guerre aurait été qu'elle a donné à voir et apprécier la réalité du concept armée-nation. Pour l'instant, il y a l'élément qui va aller avec la patrouille de Congo. Ils vont
aller et ils vont revenir à une heure. Sachez que quand ils vont revenir, c'est eux qui reviennent. Les signaux, vous connaissez les signaux, quand ils reviennent. Ils vont faire le signal et puis vous savez que c'est eux qui reviennent. Nous sommes ici natifs d'ici. On connaît qui est bien ici, qui est mauvais. On connaît qui est natif, qui est déplacé, qui est réfugié ici. Donc nous sommes là ici, c'est pour les aider à identifier les mauvais. Quand les kamikazes viennent, on a eu à dire beaucoup de kamikazes. Et souvent, ça nous les influence. Quand on est là, eux ils exposent les choses, elles meurent seules. Maintenant, on est en paix. Nous travaillons en ville comme ça, on parle, on se renseigne, on donne des numéros là partout. Si on voit un mauvais comme ça, il nous signale aussi. Nous, on part arrêter, on appelle les bires, ils viennent chercher. On surveille jour comme nuit. Nous sommes là debout. Les comités de vigilance ont pris une part plus captive à cette guerre et on a vu les Camerounais se mobiliser aux 4 coins du pays pour soutenir les soldats. Alors, ce document de Éric Benjamin Lamère nous montre les activités, les prouesses de nos forces de défense et de sécurité sur le terrain de la guerre. Et il faut dire que les organisations de la société civile, les organisations de défense des droits de l'homme, comme la Commission nationale, ne sont pas toujours tendres avec l'armée camerounaise. Je prends en témoin votre rapport de 2015. Elle souligne par exemple que des cas préoccupants des actions attribuées aux forces de défense ont été observés dans la région de l'extrême nord. Vous citez entre autres l'extorsion de fonds, des trafics de stupéfiants, des cas de disparition forcée et de décès des détenus. Alors, tout à l'heure, vous avez convoqué le principe du droit humanitaire. Il faut respecter le droit humanitaire. Je prends le cas aujourd'hui. On va sur ce qui se passe sur le terrain. Dans la région de l'extrême nord, dans la région du nord-ouest et du sud-ouest, vous avez un gendarme ou un militaire qui est en face, un assaillant, un activiste. Est-ce qu'il a le temps, lui, de penser au droit humanitaire lorsqu'il faut se défendre? Justement, il n'a pas le temps parce qu'il a, s'il est bien formé, il a inculqué cela en lui. Donc, il n'a pas, on ne dit pas qu'il doit garder l'âme, aller lire d'abord ce que dit le droit humanitaire. C'est inné en lui. Quand il est en face d'une menace pour sa vie ou pour la vie d'autrui, la légitime défense opère, il peut descendre celui-là dans ces conditions. Et dans ces conditions-là seulement. Parce que si plus tard, il appréhende ce malfaiteur et l'amène à sa base, et plus tard, on n'a aucune suite de ce qui est advenu à ce monsieur pourtant saisi, ce sera là une violation du droit des conflits armés. Soit dit-on, protège tout non-combattant, c'est-à-dire le droit des conflits armés, ça réglemente le comportement du combattant en guerre. Or, sa fonction, c'est de tuer, d'éliminer l'ennemi. Aucun défenseur des droits de l'homme ne s'offusque de cela. Par contre, lorsque l'ennemi est hors d'état de nuire, n'est plus un combattant parce qu'il est blessé, parce qu'il est naufragé ou parce qu'il s'est rendu, il doit être remis entre les mains de la justice et jugé. S'il est exécuté, ça s'appelle exécution sommaire, ça s'appelle, c'est un élément constitutif de violation du droit de la guerre et qui expose les auteurs à des sanctions très graves. Et ces sanctions-là sont d'autant plus gravissimes que c'est des crimes imprescriptibles. Autrement dit, peu importe le temps que ça passera, lorsqu'il est établi que le colonel a commis des actes de crimes de guerre, il pourra être jugé, même dans 30 ans, dans 50 ans. Mais vous êtes d'accord avec dans moi des exemples précis. Nulle part au monde, il n'y a pas de guerre propre? Forcément, on n'attend pas d'un état de droit qu'il n'y ait aucune violation des droits de l'homme. L'état de droit prévoit les mécanismes pour sanctionner conformément au droit les violations constatées.
L'état de droit n'est pas celui-là où il n'y a aucune violation. On n'attend pas d'une armée qu'elle conduise ses activités sur 5 fronts, comme c'est le cas maintenant, au nord, au sud-ouest, à l'est, à l'extrême nord, et dans tous ces champs criminogènes, sans qu'il n'ait le moindre écart. Ce qui offusquerait, c'est que les écarts constatés ne soient pas sanctionnés. Mais les écarts de comportement, ça existera toujours, parce que après tout, on parle là des activités humaines. Est-ce que c'est un regroupement d'anges qui fonctionne dans l'armée? Donc celui qui dit les organisations de défense des droits de l'homme, c'est des ennemis des forces de défense de sécurité, n'a rien compris de l'office des droits de l'homme. Puisque le droit à la sécurité est un droit de l'homme. Et qui mieux que l'armée pour préserver la sécurité, l'intégrité du territoire de l'État, si ce n'est que cela. Donc, ce que nous dénonçons, c'est l'impunité par rapport aux cas avérés, documentés et mis à la disposition des autorités. Dans le cas d'une guerre hybride avec des éléments d'une guerre civile, que c'est celle que nous vivons en ce moment, c'est possible de tenir compte de ce droit humanitaire quand on est au front? Est-ce que notre armée est formée pour? C'est indispensable. Et je dois donner comme ça, faire l'économie des efforts que le haut commandement fait, justement pour préparer le militaire à combattre en tout temps, à tout lieu, en regardant les principes fondamentaux du droit des conflits armés. Ce qu'il a évoqué tout à l'heure, c'est les 2 derniers principes dont j'ai parlé, qui étaient le principe de distinction et le principe de proportionnalité. Et que lorsque nous formons nos militaires à partir de la formation du soldat, jusqu'à la formation de l'officier, voire même allant plus loin à l'école supérieure de guerre, eh bien il y a toujours des modules qui sont relatifs au droit international humanitaire. Je puis le confirmer, colonel, parce que j'ai été sollicité une fois à dispenser quelques enseignements au CIFAN de Ngaoundéré. Et avant que nous engagions nos éléments, nos troupes sur des zones d'action, il y a toujours une préparation au combat, un conditionnement, où on réitère, n'est-ce pas, les principes fondamentaux du droit humanitaire. Et sur le terrain, je dois dire qu'on accompagne les hommes avec tout au moins 2 éléments qui sont essentiels, c'est-à-dire la prévôté, qui est la gendarmerie, pour voir si jamais toutes les opérations se passent convenablement, eu égard au droit humanitaire, et également des éléments de sécurité militaire, qui sont là pour remarquer, et noter et sévir en cas d'entorse du droit humanitaire. Donc il peut arriver qu'après avoir fait ce tri-là, qu'il y ait quelques exactions de ce genre, mais chaque fois que le commandement a été mis au courant, vous avez les communiqués de M. le ministre délégué président chargé de la Défense qui suivent. Dans les adresses aux militaires, que ce soit à partir du chef de l'État, le ministre délégué président chargé de la Défense, le chef d'état-major des armées, vous comprenez qu'il n'y a pas de tolérance pour des indisciplinés dans notre armée. C'est vrai, la proportion est infinitésimale. Vous avez parlé, vous avez dit vous-même que nous avons 5 zones chrysogènes. Je vous assure que si on fait maintenant des éléments statistiques, on essaye de faire un comparatif avec des armées qui ont des conflits peut-être unidirectionnels. Vous savez que le droit des conflits armés concerne non seulement les guerres interétatiques, mais les guerres aussi dans les portions même de les guerres internes. Les guerres internes. Tout à fait. Donc vous allez comprendre que nous faisons beaucoup, parce que c'est une démarche, c'est une norme, n'est-ce pas, du haut commandement, que de faire appliquer ce droit humanitaire. Maintenant, je voudrais vous inviter à aller visiter les prisons militaires. Vous savez, nous avons un impératif, nous autres, soldats. On n'est pas là pour publier des choses qui peuvent jouer contre nous. Si nous sévissons à l'intérieur, il y a une communication interne, il y a une communication externe. Nous n'allons pas, parce que nous avons un compte à rendre à la société civile forcément, nous faisons ce que le droit nous demande de faire. Tout à fait. Et si vous allez visiter, colonel, juste attendez, une parenthèse, pour dire que, n'est-ce pas, que si vous visitez, je peux vous inviter demain. Tout à fait. On va visiter la prison militaire de Yaoundé. Tout à fait. Et vous allez voir le nombre de militaires qui ont aujourd'hui, qui ont des peines extrêmement lourdes et exemplaires parce qu'ils ont commis des exactions sur les champs de bataille. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que le grand public a quand même besoin de savoir. Parce que sinon, ça va dans tous les sens. Lorsque l'armée s'enferme dans son carcan, et puis il y a des sanctions peut-être qui sont prises, des sanctions exemplaires, qui auraient pu éviter toutes ces attitudes, ces rejets qu'on a de l'armée aujourd'hui. Je crois que si on allait davantage vers cette petite ouverture, ça ferait bien de savoir qu'au sein de nos armées, la discipline y est. Alors, justement, sur la discipline, non, monsieur, sur la discipline, je voudrais poser une question, vous allez prendre la parole. Je voudrais poser une question
Vous dites, vous respectez, au niveau de la formation militaire, on respecte déjà, on inculque à nos soldats, à nos militaires, le droit humanitaire. Mais en même temps, est-ce que cette formation intègre justement les questions de discipline? J'ai sous mes yeux un document qui avait été publié le 15 juin 2018, c'est le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie qui le publie. Je fais l'économie de tout le texte, mais simplement ce que le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie fait, c'est qu'il rappelle des règles élémentaires aux gendarmes. Par exemple, savoir que la liberté d'expression dans vos corps est suffisamment contrôlée. Mais aujourd'hui, on voit dans les réseaux sociaux, on voit la publication des documents qui viennent de l'armée. Est-ce que tout ça ne remet pas en question la formation de base des militaires? Non, du tout. Il faudrait savoir vivre avec notre temps. Aujourd'hui, vous avez une communication qui n'est peut-être pas la grande loquace, mais qui ne joue plus sous le paradigme de la grande mythe. La preuve, c'est que vous me voyez ici. Vous me voyez sur les réseaux sociaux. Vous me voyez ici. Vous me voyez sur les réseaux sociaux. Et lorsque je communique sur les réseaux sociaux, je communique pour des intérêts bien précis. Parce que moi, j'ai un objectif à atteindre. Mais mon objectif, c'est les cibles. Si, sur un support déterminé, les forces ennemies atteignent beaucoup plus de cibles et que cela peut être contraire à mon effet final recherché, à partir de ce moment, je sais que c'est un centre de gravité et j'agis également avec le même support. Mais tout le monde n'a pas ce droit d'utiliser les réseaux sociaux. Nous sommes dans une société aujourd'hui qui développe une sorte de liberté où justement l'État jacobéen commence à perdre un peu de sa puissance et que, n'est-ce pas, l'opinion veuille vraiment le plus possible diriger. Peut-être on peut résumer, l'opinion veut voir l'armée s'adapter au contexte parce que j'ai été un peu surpris. Ce qui n'est pas fait jusque-là, oui, j'ai été surpris un peu que la communication par rapport aux informations diffusées dans les réseaux sociaux soit de faire des efforts pour que ça ne sorte pas. C'est un peu comme un thermomètre. Le thermomètre indique faire des efforts pour que les informations ne partent plus des militaires vers le public. Mais ils sont malheureusement, ils ont entre leurs mains des appareils, ils filment et diffusent. Mais l'essentiel, c'est que c'est un thermomètre qui montre que les exactions se font sur le terrain. On peut guérir à la source. Mais c'est là contraire. On peut guérir à la source. Mes chers les gars, il faudrait déjà que l'on parte d'une hypothèse ici. Tout à fait. Au niveau des vidéos, je vous ai fait la démonstration, tout au moins pour la deuxième vidéo, qu'il y a des éléments qui ne sont pas crédibles. À partir du moment où il y a un enregistrement en multipiste, vous savez de quoi je parle. Tout à fait. Vous comprenez. Tout à fait. Donc je ne voudrais pas que nous discutions, nous construisions nos argumentaires avec des éléments qui ne sont pas crédibles sur le plan du droit. Ce que je voudrais dire, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on continue à donner la possibilité aux militaires sur les champs de bataille de pouvoir communiquer. Ça n'est pas possible. Non, je n'encourage pas tout de même l'irresponsabilité, mon colonel. Oui. Soyons bien unanimes là-dessus. Le militaire est sur le terrain pour combattre l'ennemi, c'est pas pour filmer. Oui, il y a beaucoup de conséquences à cela, vous savez. Tout à fait. Il y a beaucoup de conséquences à cela. Et puis, il y a le confort intellectuel de certaines personnes, n'est-ce pas, sur le champ de bataille. Lorsque monsieur le secrétaire d'État à la Défense, chargé de la gendarmerie nationale, rappelle les gens, alors c'est justement sa mission. Lorsque le ministre de la Présidence, chargé de la Défense, rappelle alors, c'est sa mission. Parce que si vous laissez ce corps, n'est-ce pas, qui a quand même la force, qui représente la force, et qui est là pour garder les institutions. Vous les laissez faire ce qu'ils veulent, ils feront ce qu'ils veulent. Il faut savoir les commander. C'est pour vous dire que ces hommes sont commandés et il faut les laisser dans cet élément de discipline. C'est vous qui parliez de la discipline tout à l'heure. Nous avons une Bible dans les armées. Nous l'appelons le règlement de discipline générale. Tout y est mis. Et le tribunal militaire est le seul tribunal compétent pour pouvoir agir, n'est-ce pas, contre les infractions qui sont commises contre les militaires. Tout à fait. Non seulement dans le cadre de leur travail, mais également contre des autres personnes, des autres tiers. Oui, le public observe et pendant longtemps, on était suffisamment serein parce qu'effectivement, la discipline était constatée de l'extérieur. Mais quand des faits divers remontent à un collaborateur qui tire sur son supérieur et l'assassine. Le lendemain, un collaborateur qui tire sur une femme inoffensive et l'écrase. Ou qui se plaît à réunir une masse et tirer sur elle. C'est peut-être encore des faits à vérifier. Et j'ai dit d'emblée que peu importe le pays d'où vient cela, c'est à dénoncer. Cela offusque parce que c'est pourquoi le journalisme met l'accent sur la discipline. Si de l'extérieur nous ne voyons rien de tout cela, nous présumons que tout marche bien et nous encourageons cela parce que l'armée est suffisamment mue par le concept de l'efficacité et lorsqu'on est en période de paix,
elle déploie cette efficacité pour le développement du pays. C'est pourquoi j'ai apprécié l'ouvrage de votre, peut-être je dirais peut-être supérieur, parce que je sais qu'il est général, qui a écrit sur les armées, la démocratie, et essayer de démontrer comment on peut utilement occuper les hommes de troupes en temps de paix pour les constructions, pour le développement, ainsi de suite. J'apprécie ces aspects. Je voudrais demander qu'on essaye d'avoir une vision globale. Tout à fait. Parce que je pense que là, nous discutons sur un plan totalement stratégique. D'accord. Alors, pour comprendre un peu, le problème de l'armée aujourd'hui, c'est de détecter une espèce d'acharnement sur ce qu'elle fait, alors qu'elle paye déjà un sacrifice qui est suffisamment lourd. Eh bien, vous avez des médecins dans la fonction publique. Vous avez des professeurs qui sont véreux, n'est-ce pas? Tout à fait. Vous avez dans les classes sociales, je ne vois pas les droits. Ce sont commettre des fois, n'est-ce pas, des actes qui sont répréhensibles. Reconnaissez avec moi que quelqu'un qui a l'arme avec lui est présumé être doté de suffisamment de force pour être contrôlé. Sinon, les dérapages seront hautement dangereux. Par exemple, qu'est-ce qu'on redoute à un pauvre Noné Tchoupo quand je suis dans la rue? Rien du tout. Mais le colonel, du haut de ces galons-là, on peut redouter. Il est question de discipliner. Je ne crois pas que vous redoutiez grand-chose en nous accablant de la manière avec laquelle... Je vais vous dire, laissez-moi terminer pour vous dire que ça me surprend un peu. C'est ici au Cameroun qu'on voit des procès systématiques contre son armée. Vous allez voir ce qui se passe en France, vous allez voir ce qui se passe aux États-Unis et partout. La nation est derrière l'armée. Et le concept de défense au Cameroun, je dois vous dire que c'est un concept de défense populaire. Tout à fait. Et que, pour que ce concept de défense populaire, qui relève même de la politique fondamentale de défense, puisse agir sur le terrain, eh bien, il faudrait que le diptyque armée-nation soit granitique. Parfaitement. Alors, pour que ce diptyque soit granitique, je vais vous dire que nous ne pouvons pas agir contre les intérêts de la population, sinon nous agirions contre nous. L'armée camerounaise, elle est républicaine, elle est nationale. Vous n'allez pas voir une tribu qui prédomine les rangs des forces de défense. À partir de ce moment-là, vous devez savoir que nous avons la même mission. La mission de sécurisation de l'intégrité territoriale et des institutions incombe à l'armée et à sa population. Et c'est ce qui se fait bien. Vous l'avez vu dans le reportage que Eric Benjamin Lamère venait de produire. Vous avez vu un peu, n'est-ce pas, l'action incisive, n'est-ce pas, des comités de vigilance dans le gain de la victoire. Aujourd'hui, c'est ce qu'on demande au Nord-Ouest. Alors, je termine. C'est ce qu'on demande aujourd'hui au Nord-Ouest et au Sud-Ouest, que les populations puissent désigner, n'est-ce pas, ces groupuscules irrédentistes pour qu'on les neutralise. Et je dois vous dire, l'incident de Menka est suffisamment révélateur. Où il y a quelqu'un qui est sorti de la case, a levé les mains et il a eu la vie sauve. On a pu le garder. Vous voyez, nous travaillons avec distinction. Les exactions, les bavures, ce n'est pas le fait de l'armée camerounaise seulement. Tout à fait. On les vit un peu partout, en Afghanistan avec l'armée américaine, en Irak, tout à côté de nous en Centrafrique, le déploiement des troupes onusiennes, on le voit également. Mais comme le rappelait tout à l'heure le colonel Badjek, on a quand même le sentiment que les organisations de défense des droits de l'homme, pas la commission forcément, vous cédez à la manipulation politique et partisane. Nous avons vécu un cas dans le Sud-Ouest. Kondo Titi, on a assassiné froidement un chef traditionnel, le chef des Balondo. On n'a pas beaucoup entendu. Qu'est-ce que la commission a fait? D'accord. La commission, déjà, je reviens à ça. La commission mène des descentes d'investigation, collecte des informations et les met à la disposition des autorités compétentes. Le colonel Badjek confirmait cela parce que il est arrivé plusieurs fois que nous nous rapprochions de... Mais pour ce cas précis, est-ce que vous avez, par exemple... Forcément, nous avons un régional sur place qui, à côté de... Dès qu'il y a commission un fait pertinent, et nous les remontons après avoir mené l'enquête de terrain. Et je dois le dire, tout à l'heure, le colonel évoquait le concept de l'armée-nation. En principe, tout défenseur des droits de l'homme partage cette opinion et on a largement vu comment la contribution des populations a été déterminante dans l'extrême nord pour le combat que le Cameroun mène contre Boko Haram. Ce qui gêne énormément et actuellement, c'est que dans le sud-ouest et le nord-ouest, malheureusement, cette dynamique n'est pas constatée. Et je dois vous faire une confidence pour étayer l'importance que l'armée a à construire cette relation synergétique, comme l'a dit le colonel. Nous recevons régulièrement
des populations venant du sud-ouest et du nord-ouest qui parfois nous disent des choses terribles, notamment quelques-uns qui nous disent être protégés par les forces pourtant terroristes que nous connaissons sur le terrain. C'est un fait hautement dangereux, symbolique, parce qu'en réalité, si on devrait redouter de se rapprocher de l'armée, ce serait très dangereux. C'est vrai, leurs allégations ne sont pas nécessairement fondées, il y a parfois de l'exagération, mais quelques cas pertinents étaient leurs propos. Ils disent, voilà, l'armée s'est retrouvée dans le sud-ouest et s'est mis à brûler des villages. Ces reproches, vous l'avez certainement suivi, colonel Badjek. L'armée se retrouve en train d'arrêter des gens et monnayer la libération. Ces dérapages, certainement, vous avez quelques cas qui vous remontent. Lorsque la population n'est pas informée que l'auteur ou les auteurs de tels dérapages sont identifiés et mis à la disposition de la justice, comme présomption d'innocence dûment respectée, c'est gênant qu'ils aient confiance aux activités de l'armée. Ça peut conduire à ce que nous constatons la difficulté et l'aggravation du conflit au fil des temps. Monsieur Allega, ça tombe bien, n'est-ce pas, que nous ayons fait une mission récente où vous avez vu comment est-ce que l'armée tirait sur les gens. Vous avez été dans mon véhicule où vous avez même été blessé par un projectile. Et vous avez vu tout au long du parcours les barricades qui étaient mises, les maisons qui étaient brûlées, et que maintenant ce soit... Vous savez, la communication de crise, c'est cela. Tout à fait. Ce qu'on va vous faire, on va instrumentaliser des gens pour venir vers vous. Il faudrait, dans vos rapports, premièrement, mettre en valeur ce qu'on appelle des éléments statistiques pertinents. C'est-à-dire que quand vous faites un échiquier, il faudrait que l'échiquier soit représentatif et que ce soit équilibré. Parce que ce que vous me donnez comme information, venez dans mon bureau, je vais vous donner plusieurs informations et avec des photos, n'est-ce pas, où vous voyez la population qui est obligée de se réfugier derrière la mer, ne serait-ce que cet incident de Menka, où nous avons pu sauver des habitants de cette localité et où le chef a témoigné justement malgré que quelqu'un soit arrivé bien après et ait fait du tapage, où le chef a témoigné que en réalité l'armée est venue intervenir. Faites attention à la communication qui consolide la désinformation et l'intoxication. Aujourd'hui, c'est un centre de gravité. Malheureusement, nous faisons malheureusement, monsieur Allega, malheureusement, nous sommes obligés de faire une communication institutionnelle qui soit propre et qui respecte l'éthique et la déontologie. Tout à fait. Mais sinon, si on avait la possibilité de rentrer dans la gadoue comme eux et de faire de la désinformation, on le ferait, mais il faudrait que nous restions dans le sens éthique de ce que nous faisons. C'est cela. Je partage exactement votre opinion. Tout ce qui est dit, par exemple, dans les stratégies de lutte contre le terrorisme, c'est universellement connu, c'est que le terrorisme, par essence, nie l'État et l'ensemble des règles qu'il met en place. Et si l'État se comporte de manière à ignorer également les règles qui s'imposent à lui, il fait la part belle au terrorisme, parce que la vocation du terrorisme, c'est effectivement de nier l'État et ses institutions. C'est pour ça que c'est une guerre asymétrique. Nous travaillons à déconstruire dans la sur le plan polémologique. Oui, c'est une guerre asymétrique également dans les perceptions. Je dois vous dire que dans notre code, n'est-ce pas, de travail, il nous est formellement interdit de partir des éléments de désinformation et de les publier. Ça nous contredit. Alors, ce que nous allons dire, c'est que l'armée et la nation sont véritablement, à vous entendre, l'armée et la nation sont main dans la main pour la consolidation de la paix et du développement, pour permettre au Cameroun de sortir du bourbier de la situation que nous connaissons en ce moment. 5 fronts de guerre, cela, c'est difficile. Mesdames, Messieurs, nous n'avons pas la prétention d'avoir vidé totalement vos questionnements, vos interrogations, vos doutes. Nous avons simplement ouvert une fenêtre sur ce qui fonde aujourd'hui l'actualité au Cameroun, le déploiement des forces de défense sur les fronts de la guerre, leurs résultats, et le questionnement que nous avons aussi vis-à-vis des organisations de la société civile, des organisations de défense des droits de l'homme, qui de temps en temps nous rapportent des faits, imputant ces faits-là à nos forces de défense. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été avec nous. Colonel Badjek, merci d'avoir été. Vous êtes le chef de la division de la communication au ministère de la Défense. Gabriel Nono-Choupo, vous êtes également chef de la division de la protection et la promotion des droits de l'homme. C'est à la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la CRTV.
Merci d'avoir permis cela. Et merci, j'invite M. Noumouda. Mon bureau est toujours ouvert, n'est-ce pas, toujours sur les instructions de M. le ministre légal à la présidence chargée de la Défense. Chaque fois que vous avez un besoin, vous pouvez me transmettre ce besoin par voie écrite et je vais l'acheminer à qui de droit et nous pourrons travailler dans ce cadre-là. Merci bien. Mesdames, Messieurs, merci. C'était Entre les lignes. Bien, bon, la suite sur la CRTV. Merci de continuer à regarder nos programmes qui se poursuivent.